RCF. En aparté, un magazine proposé par Centravec, présenté par Christophe Dalloisiou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de RCF pour votre émission de questions sociétales en aparté. Au micro, Christophe Dalloisiou et je suis aujourd'hui en studio avec Simon-Pierre de Montpellier. Simon-Pierre, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous. Simon-Pierre, on vous connaît bien sur les ondes de RCF et en particulier pour cette émission en aparté où vous intervenez toujours en tant que rédacteur en chef de la revue En Question, qui est la revue du Centravec. Une revue qui paraît chaque trimestre et qui aborde des questions de sens, avec des visées d'engagement en matière de démocratie, d'écologie et d'interculturalité. Alors, la dernière livraison de la revue en question porte sur... je vais peut-être vous proposer de la présenter vous-même d'ailleurs. Tout à fait. Donc, c'est sur le thème, le titre qu'on a choisi, c'est l'utopie du bien commun avec une question et avec bien entre parenthèses. Alors, je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, le terme utopie. Pourquoi utopie? En réfléchissant au sujet, on trouvait que la notion du bien commun était souvent envisagée comme une idée abstraite, une quête inaccessible et souvent d'ailleurs individuelle. Et on avait envie de l'incarner et de se demander si elle pouvait être une force de changement structurel, culturel. Et donc on a voulu faire le lien avec les communs qui sont, en tout cas par hypothèse, selon nous, des cadres favorables à cette recherche du bien commun. Et alors pour l'aspect donc du bien entre parenthèses, c'est justement pour faire le lien entre bien commun et commun. Mais, et l'utopie dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Mais l'utopie, justement, comme je l'ai expliqué, elle évoque un idéal qui est souvent vu comme abstrait, mais sous forme de question, on a voulu se demander si ça pouvait pas être très concret, justement. Alors, est-ce que cette démarche concrète de préparation de ce numéro sur l'utopie du bien commun vous a mené sur le terrain ? Qui avez-vous rencontré ou à qui donnez-vous la parole ? Oui, tout à fait. On a justement voulu commencer le dossier en allant sur le terrain. Et donc, on a été rencontrer différentes initiatives qui nous semblaient correspondre à une recherche authentique du bien commun et par la matérialisation, enfin en tout cas l'expérience des communs. Alors, on a notamment été à une université d'été qui s'appelle Bâtir le bien commun et qui est une initiative d'un collectif qui veut mener une réflexion sociale sur justement le bien commun et la vie en commun. Donc ça se passait à Cartier-Galais, qui est justement un lieu où se vit une vie de communauté avec différents travaux communautaires, etc. et une certaine sobriété. On est allé aussi rendre visite au Grand Bois Commun, qui est un commun naturel. Donc c'est une communauté, donc ici une coopérative d'environ 2000 personnes, 2000 citoyens, qui ont décidé de racheter un bois qui était privé pour en prendre soin, et donc d'une manière collective. Et ça se situe où ? C'est un bois à Hennuyer, donc c'est au début du Hainaut, à la frontière avec le Brabant wallon. On est aussi allé au coin du Balai. Le coin du Balai, c'est un quartier à Watermal-Boisfort. Et c'est un quartier qui a l'originalité de cultiver la vie en commun. Donc en fait, il y a un comité de quartier très vivant qui s'est constitué en ASBL et qui organise toute une série d'activités, de systèmes d'entraide permanents, notamment via un numéro téléphonique où des personnes dans le besoin peuvent appeler. Il y a toujours des permanents pour les aider. Et il y a des lieux communs aussi, comme des prairies, une prairie, un verger, un potager collectif, un compost collectif, etc. Donc vraiment une vie de quartier commune très forte. Et enfin, on s'est aussi intéressé à une coopérative qui est donc le modèle de commun économique qui s'appelle Paysans Artisans. Et donc c'est une coopérative alimentaire dans le Namurois qui rayonne et qui a la particularité de réunir tant des consommateurs que des producteurs et des transformateurs, donc des boulangers, bouchers, etc. Donc voilà, on a commencé par là et puis on s'est dirigé vers des analyses
plus conceptuel et de sortir un peu du concret pour voir comment mettre en place cela dans la société, les communs. Et donc on a fait appel à Laura Riserio, une philosophe, à Elena Lacida, une économiste théologienne, à Nicolas Lix, qui a fondé une association qui réunit tous des communs, François Heuvet, qui a parlé du numérique, et Gaël Giraud, qui a aussi sorti un livre qui s'appelle Composer un monde commun. Donc c'est un dossier assez riche qui essaye de traiter cette articulation entre bien commun et commun. Simon-Pierre de Montpellier, votre étude sur le terrain, votre exploration, avant de donner la parole à ces différents intervenants qui proviennent donc de mondes très différents, à la fois donc des responsables de revues comme François Heuvet, mais aussi donc des théologiens, des économistes, etc. Oui. Est-ce qu'il y a un point commun à tous ces communs et à toutes ces recherches du bien commun? Ben oui, les points communs, c'est notamment l'aspect. On a remarqué que la démocratie était vraiment très présente au sein de toutes ces initiatives. C'est-à-dire les processus délibératifs internes. Exactement, les processus de délibération, de rencontre, de dialogue, de participation, et donc. Ça nous a vraiment marqué. C'est vraiment la démocratie comme culture et pas spécialement comme institution, mais vraiment comme manière de fonctionner. Et en plus, on s'est rendu compte aussi que cet élément de la démocratie était vraiment consubstantiel au bien commun, donc avec cette recherche commune dans la délibération d'une société où chacun peut s'émanciper et trouver le bonheur. Il y a un second aspect qui était commun à tous ces communs, c'est l'aspect d'ouverture, et c'est ce qui distingue le commun de ce qu'on appelle le tribal. Donc ce sont tous deux des communautés, mais le tribal va se rassembler de manière générale autour d'un chef, d'une tradition, et va se fermer à des groupes sociaux qui seront différents, enfin en tout cas qu'ils considéreront comme différents. Alors que le commun, c'est aussi une communauté de gens qui se rassemblent, mais il sera, en tout cas dans toutes les initiatives qu'on a rencontrées, ouvert à tous. Donc il y a en effet un groupe de citoyens qui va gérer de manière assez forte le commun, mais qui sera ouvert. Par exemple, au Grand Bois commun, c'est accessible à tous, et ça fonctionne parce que il y a un système de panneaux où on explique ce que c'est ce lieu, où il y a un aspect réserve naturelle, etc. Donc les gens prennent soin de ce commun. Un autre point commun, c'est l'écologie en fait, et ça c'est quelque chose qui revient très fort dans les communs actuels du XXIe siècle. C'est la volonté de prendre soin de biens communs, donc des biens communs naturels. Ça peut être un bois comme le Grand Bois commun, ça peut être une rivière, un étang, une prairie, etc., un potager. Voilà, dans ce souci de l'écologie, mais aussi dans des structures plus économiques, par exemple, la coopérative, en général, aura aussi ce souci écologique dans son organisation. C'est ce qu'on a remarqué chez Paysans Artisans aussi, notamment. Simon-Pierre de Montpellier, je vous interromps juste un petit instant pour rappeler que déjà dans une précédente émission d'En Aparté, je crois que la revue en question que vous dirigez, justement, avait fait tout un dossier sur la culture du soin. Oui. Et qui se rapporte quelque peu à ce que vous décrivez maintenant. Alors en effet, il y a souvent des liens entre nos numéros. Le dossier sur le soin était en effet plutôt vu comme une culture, et donc on ne s'est pas spécialement intéressé à des initiatives très concrètes. Donc c'est déjà un aspect qui les distingue. On s'est aussi intéressé à ce qu'on appelle l'économie du care dans ce dossier sur le soin, ce qu'on n'a pas forcément fait dans ce dossier-ci. Donc c'est vrai qu'il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait cette culture du soin et ce savoir-être que vous décrivez au sujet de ce dénominateur commun à toutes les entreprises de commun, eh bien c'est le fait de se préoccuper de l'environnement, de se préoccuper de l'endroit où on est, des personnes qu'on rencontre. Et c'est d'ailleurs
C'est d'ailleurs ce qu'incarne la recherche du bien commun et l'anthropologie chrétienne, qui est une anthropologie de la relation, et donc de la relation à soi, à l'autre, à plus grand que soi, au vivant, etc. Donc en effet, c'est une ligne qui se retrouve souvent dans nos dossiers, oui. Et dans ces différentes initiatives locales que vous avez rencontrées, puisque la culture délibérative, ce que vous avez appelé la démocratie interne, fait vraiment partie de l'ADN et de l'ADN commun de toutes ces initiatives, ne pourrait-on pas dire également que le mode de fonctionnement et le mode d'être est une finalité en soi, ou plutôt le rapport au temps présent, le rapport à ce qui est vécu dans le moment présent est déjà en soi un élément fondamental et fondateur de l'entreprise elle-même? Ou y a-t-il une finalité commune à toutes ces entreprises des communs que vous avez pu identifier, et à la fois dans le domaine économique, dans le domaine écologique? Oui, mais donc justement, et ça fait le lien entre commun et bien commun, la finalité, c'est la recherche du bien commun. Donc c'est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans notre société, et donc au-delà même du commun. Donc pour reprendre par exemple l'exemple de paysans artisans, qui est un exemple que je trouve assez fascinant, parce que il incorpore dans son fonctionnement le critère de la justice sociale, qui est un des critères fondamentaux du bien commun. Et donc, par exemple, ça s'incarne dans le fait que dans leur magasin, il y a un fonctionnement, il y a un système de caisse de solidarité qui permet à ceux qui ont moins de moyens de pouvoir acheter des produits à moindre coût, et à ceux qui ont plus de moyens de contribuer davantage sans obligation, mais avec cette caisse de solidarité. Donc l'aspect, pour répondre à la question, c'est vraiment la recherche du bien commun qui se retrouve en termes de justice sociale, mais aussi en termes écologiques, comme je l'ai dit précédemment aussi. Vous êtes toujours sur RCF pour votre émission En Aparté. Je suis en compagnie de Simon-Pierre de Montpellier de la revue En Question du Centre Avec. On fait une pause musicale et on continue cette conversation juste après.
Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur les ondes de RCF pour votre émission de questions sociétales en aparté. Nous sommes en compagnie de Simon-Pierre de Montpellier, qui travaille au Centre Avec et qui est le rédacteur en chef de la revue En Question. Et la revue En Question de ce trimestre porte le titre suivant, qui est très engageant et à la fois un peu mystérieux, l'utopie du bien commun, point d'interrogation. L'utopie du bien commun, point d'interrogation, et avec bien entre parenthèses, l'utopie du commun, point d'interrogation. Alors, Simon-Pierre de Montpellier, nous avons beaucoup prononcé le mot commun, et je pense qu'on n'a pas fini de le prononcer d'ailleurs dans cette émission. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage quelles sont certaines de ces initiatives d'entreprise de ce type, et en quoi elles se distinguent des autres types qu'on peut rencontrer? C'est vrai que je n'ai pas défini encore ce que c'est un commun. Et donc en fait, un commun, c'est un modèle de gestion partagée. Donc gestion partagée de ressources, de biens, par une communauté, donc un groupe de personnes qui fournissent aux membres de cette communauté et éventuellement à d'autres, voire même à tout le monde, le droit d'utiliser ces ressources, selon des règles définies collectivement dans la délibération. Donc Commençons par être plus concret. Tous les points sont importants. On reviendra peut-être à l'aspect plus abstrait de la définition, oui. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Mais justement, cette forêt, par exemple, qui a été rachetée par une coopérative vous disiez 2000 citoyens, c'est ça? Oui, c'est ça, 2000 citoyens. Donc le grand bois commun. En effet, donc dans les communs, il y a plusieurs sortes. Il y a les communs naturels qui donc vont se soucier de biens communs naturels. Donc ça peut être un grand bois, ça peut être un étang, une prairie, etc. Mais donc, ici, en l'occurrence, au Grand Bois commun, 2000 citoyens se sont constitués en coopérative pour prendre soin de ce bois, pour en faire une partie en réserve naturelle, mais aussi avec le souci toujours relationnel et donc avec un souci humaniste de permettre aux gens de aussi profiter de cet espace naturel. Et donc il y a tout un espace aussi ouvert au public où on peut organiser, où il y a des balades artistiques qui s'organisent, des visites où on peut spontanément aussi y aller. Il y a des écoles qui viennent aussi, des écoles de Bruxelles qui viennent baigner dans cet espace naturel. Donc on voit que l'aspect humain est important. Alors je peux peut-être évoquer, même si on s'y est moins intéressé, d'autres sortes de communs. Il y a les communs numériques, et c'est aussi pour ça que l'idée de commun revient souvent, parce qu'avec la révolution numérique, en fait, ça permet de créer des logiciels libres, des encyclopédies en ligne partagées comme Wikipédia. Wikipédia est un des grands exemples de communs numériques. Il y a aussi toutes des photos qui peuvent être partagées sur, par exemple, Creative Commons. Enfin, donc c'est des communs aussi, des photos en commun. Donc voilà, différents aspects de commun. Et en effet, il y a aussi le commun économique. Et là, le modèle type, c'est la coopérative, même si ça satisfait pas toujours tout le monde. Mais en tout cas, c'est dans notre modèle juridique et économique actuel une manière de fonctionner en commun. Mais est-ce que, Simon-Pierre de Montpellier, on peut distinguer vraiment cette économie du commun de toute considération d'un État tel que nous le concevons en Europe occidentale, l'État-providence, où justement toute l'économie publique, en fait, est de l'ordre du commun? Oui, en fait, le commun se distingue justement d'autres modèles, qui est le modèle public. Donc ça, ce sera des biens, des ressources qui sont gérées par l'État, avec une loi, et qui seront a priori accessibles à tous, comme les transports en commun par exemple, qui sont en fait plutôt des transports publics, donc qui portent mal leur nom justement. Puis il y a le modèle privé, qui là est géré par un individu, a priori pour un usage exclusif, mais il y a aussi heureusement des individus qui permettent à d'autres personnes d'utiliser leurs ressources. Et il y a des bois notamment qui sont tenus par des privés, mais qui sont ouverts au public, donc c'est heureux. Et puis il y a le quatrième modèle type, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, qui est le tribal. Donc là, ce sera un groupe homogène et plutôt excluant. Donc voilà, c'est un peu les quatre modèles types. Il y en a
on pourrait en imaginer d'autres, mais qui ressortent en tout cas dans les analyses des communs. Et on peut supposer, Simon-Pierre de Montpellier, que ces différents types sont une typologie primaire, mais que bien souvent on a des économies liens hybrides. Tout à fait, entre tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose. On imagine très bien des privés qui deviennent tribus. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose que Gaël Giraud notamment a observé et qu'il explique. Il l'a observé en Afrique, mais on le voit aussi aux États-Unis, en Amérique latine, etc. Et certainement chez nous. Et certainement chez nous aussi d'ailleurs. Ce sont des individus plutôt aisés qui vont se refermer sur eux-mêmes. Et donc en Afrique, il y a le phénomène de tribalisation des élites. Tribalisation aussi, mais de bunkérisation des élites qui vont se protéger et s'exclure et donc exclure les autres derrière des murs, derrière des voitures blindées, etc. Donc il y a ce phénomène en effet qu'on peut retrouver aussi chez des privés, chez des élites, etc. Mais alors oui, donc ça, il y a une hybridation en effet, et quelque chose qui revient aussi souvent dans le dossier, c'est le lien entre public et commun. Et la plupart des auteurs du dossier soulignent l'importance que l'État démocratique ne soit pas le gestionnaire des communs, mais soit celui qui permette à des collectivités, par exemple communales, aussi publiques, mais aussi des collectivités de citoyens, la société civile de manière générale, de gérer ces biens communs. C'est-à-dire un public qui est donc un secteur public et un État qui se conçoive comme État-providence, mais avec toujours un principe de subsidiarité. Voilà, c'est-à-dire exactement. En laissant à des communautés le soin, la liberté, l'autonomie de s'organiser et de prendre soin. Alors la question, Simon-Pierre, qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce que cette vision, dont on sent très bien d'ailleurs dans votre regard, mais qui ne se voit pas à la radio, que c'est une vision qui peut vous sembler très inspirante, en quoi est-ce qu'elle peut vraiment changer le monde? Est-ce qu'il est possible à l'échelle d'un grand bois, mais un grand bois c'est quand même un petit bois à l'échelle du monde, est-ce qu'il est possible à l'échelle d'une petite entreprise, même si elle est moyenne entreprise, de changer le monde pour justement marcher vers un bien commun qui soit accessible à tous ou pour le bien de tous? Alors, Elinor Ostrom, qui est une des penseuses des communs, elle a été prix Nobel d'ailleurs de l'économie pour un livre sur les communs, elle inversait la question quand on lui posait cette question, donc est-ce que les petites communautés pourraient vraiment changer le monde? Elle disait: est-ce que vous pensez vraiment que vous pourrez régler les problèmes, notamment climatiques, sans les petites communautés? Et donc, c'est renverser le problème et de se dire, ok, on a un souci écologique, est-ce qu'on devrait pas impliquer, par exemple, en ce qui concerne l'Amazonie, les peuples autochtones, pour prendre soin de ces lieux, etc. Donc, c'est plutôt l'approche bottom-up au lieu du top-down, comme on dit dans les sciences humaines. Donc, par le bas plutôt que par le haut. Et beaucoup de ces auteurs, et qui ont notamment contribué dans le dossier, leur espoir, c'est que puisse émerger une société des communs par le fait que des communs se mettent en relation, s'inspirent les uns les autres, et donc puissent entamer un processus qui change durablement des structures, et en insistant aussi sur le fait que c'est aussi une manière de faire, c'est aussi une culture qu'on peut vivre chez soi, dans son habitat, en faisant en sorte qu'il soit partagé, qu'on peut vivre en entreprise, même si c'est pas une coopérative, en veillant à ce que la délibération, l'horizontalité soit présente. Donc voilà, je ne suis pas utopiste, et ça revient à la question initiale, donc je ne pense pas qu'un nouveau monde adviendra comme ça d'un claquement de doigts, mais en tout cas, c'est un engrenage qui peut avoir lieu via ces initiatives qui se mettent en réseau, et ça c'est important. Simon-Pierre de Montpellier, c'est une question un peu subsidiaire après la remarque sur la subsidiarité, mais est-ce que vous verriez dans notre société belge d'aujourd'hui des lieux où une telle vision économique, mais aussi sociologique et anthropologique pourrait être mise en œuvre pour le plus grand bien de tous? Alors, on peut espérer que ça puisse être discuté au niveau politique. Je ne vois pas spécialement beaucoup de débats à ce sujet-là au Parlement. Je pense que c'est une réflexion qui a lieu de plus en plus dans les milieux économiques. Et d'ailleurs, je fais un petit peu de pub, mais on organise suite à ce dossier un cycle de conférences, et on a invité notamment deux économistes, Étienne de Calataille
et évidemment il fallait que j'oublie le deuxième, mais en tout cas 2 économistes de renom qui parce qu'on sait et que dans le milieu économique il y a une réflexion de plus en plus forte sur cette nouvelle manière de faire. Donc oui, je pense qu'il y a des lieux où se discute, sans doute aussi j'espère dans les syndicats, mais en tout cas dans le milieu associatif, ça on le ressent très fort. C'est une idée qui revient souvent, oui. Merci Simon-Pierre de Montpellier pour votre présence dans cette émission en aparté. Je rappelle l'adresse internet du Centre Avec, l'adresse de la page internet, c'est centreavec en un seul mot.be, et je suppose que c'est là aussi qu'on peut passer commande pour cet excellent numéro de la revue en question, l'utopie du bien commun, point d'interrogation. Tout à fait. À bientôt. Merci beaucoup. En aparté, un magazine proposé par Centre Avec, présenté par Christophe Dalloisiou.